Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Nous avons tous des problèmes d'identité liés à la présence si forte aujourd'hui de la mondialisation. Chacun veut avoir en France sa réponse. Peut-il y avoir pour autant des mémoires morcelées ou une mémoire officielle? Plusieurs lois récentes votées par le Parlement français contiennent une affirmation de caractère historique. Par exemple, que la colonisation française a joué un rôle positif outre-mer, que l'esclavage infligé à partir du XVe siècle à des millions de Noirs représente un crime contre l'humanité, que les massacres et déplacements forcés d'Arméniens commis en Turquie au début du siècle sont un génocide. Ces affirmations sont devenues en France des lois. Et nous sommes tous submergés par un immense débat. La souveraineté nationale, c'est-à-dire les élus, ne dépasse-t-elle pas les bornes où elle doit se tenir? Les historiens animent en ce moment ce débat, cette polémique. Cette polémique va d'ailleurs au-delà d'une simple querelle entre eux. Eh bien, Bibliothèque Médicis, avec Monique Cantos-Perber, réunit les historiens qui se sont engagés pour les lois et contre ces lois. Alors, on va commencer par vous, Pierre Nora. Vous faites partie des 19 historiens, dont René Raymond, Pierre Vidal-Naquet, Elisabeth Badinter, François Chandernagor, Jacques Julliard, etc., qui ont protesté. Pourquoi cette colère des historiens auxquels vous appartenez? Je crois que ce qui a déterminé notre réaction et notre pétition, c'est deux choses qui sont intervenues à peu près en même temps. La loi sur la colonisation, et spécialement en son article 4, qui donne des préceptes sur l'enseignement de cette histoire et dicte ce que les historiens doivent dire de la colonisation dans les manuels et dans la recherche, et d'une façon concomitante, un des auteurs que j'ai publié, Olivier Pétré-Grenouillot, qui a fait un livre sur les traites négrières, qui est venu ici, qui est passé à Europa, qui a eu le prix d'histoire du Sénat, qui est pour un livre remarquable, Les traites négrières. Voilà. Alors, sur ce livre, ou plus exactement sur un entretien qu'il avait donné au moment du prix du Sénat, sur son livre qui le résumait, un collectif antillais, guyanais, réunionnais, l'a assigné en justice pour révisionnisme. Et on a vu un historien de toute bonne honnêteté et qui, sur un sujet extrêmement sensible et très important, a porté un livre qui était dédié d'ailleurs aux souffrances de tous les esclaves, s'est vu assigné. Et le procès n'a pas encore eu lieu. En février. Oui. Alors, on a eu l'impression qu'il y avait des lois. Ça, c'était au nom, en gros, de la loi Taubira. C'était la loi dont vous faisiez allusion, qui condamnait en 2001. Alors, vous dites dans votre communiqué, l'histoire n'est ni une religion, ni la morale. L'historien n'accepte aucun dogme, ne respecte aucun interdit, ne connaît pas de tabou. Bon, alors, du coup, c'est présenté une réaction d'historien qui n'est pas une histoire, je dirais, corporative simplement, mais qui est de jeter un coup d'arrêt sur la législation qui fait une loi officielle sur ce que les historiens doivent dire ou ne pas dire. Alors, là, à partir de ce moment-là, aux législateurs, aux politiques, bien sûr, d'abord, évidemment, et de leur dire que toute société a le droit et même, je dirais, le devoir de prendre une attitude collective vis-à-vis des victimes de cette histoire sociale. Elle en a et quelquefois, elle ne le fait pas assez. Je citerai le cas des harkis, où je regrette qu'un hommage, une aide à des victimes n'ait pas été faite d'une façon honorable. Mais pourquoi vous vous en êtes mêlé? Je vais quand même dire, si vous permettez. Oui, pourquoi moi je m'en suis mêlé? Je vais vous dire, je vais le dire. Il y a 25 ans, vous avez dirigé une étude somptueuse, magnifique, en plusieurs volumes chez Gallimard, les lieux de mémoire, qui étaient un inventaire des fêtes, des emblèmes, des monuments, etc., des événements où venait s'incarner la mémoire nationale. Et ça allait de la Marseillaise au mur des Fédérés, en passant par les funérailles de Victor Hugo, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes d'un trop de mémoire ou de trop peu de mémoire? Je dirais que nous sommes victimes d'une mémoire qui s'est beaucoup transformée en 25 ans. Au moment où nous sommes alarmés contre cette action judiciaire, jusqu'où fallait-il aller dans la condamnation de ces lois mémorielles? Celle de 2005 nous a fait réagir, mais nous a fait prendre conscience qu'il y avait une dérive ouverte à partir de la loi mère, qui a été la loi Guessot,
et qu'il y aurait été extrêmement illogique de notre part, puisque nous prenions une position de principe, de ne pas aller jusqu'à, non pas l'abrogation de toutes ces lois, mais l'abrogation des articles qui, dans ces lois, peuvent contredire, limiter ou orienter la position de l'esprit libre. Alors, on va voir, on s'arrête là. Ce qu'on va dire, c'est dans quelques jours, Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée nationale, au nom de la mission qui lui a été confiée par le président de la République, va proposer de réécrire l'article que vous avez fait, qui a fait souffrir un certain nombre d'entre vous, l'article 4 de la loi de 2005 sur les aspects positifs de la colonisation. Réécrire, c'est-à-dire supprimer, c'est-à-dire probablement abroger. Est-ce que vous estimez que ce sera à ce moment-là l'effet du travail et de l'influence des historiens sur un texte qui a été voté à peu près par tout le monde, y compris par les socialistes calmement ici, et comme l'a dit François Hollande, Europe 1, par inadvertance à l'Assemblée nationale la nuit. Voilà. Hein? Mais parce que là encore, le problème est que ces lois, qui sont très mal rédigées du point de vue juridique, si on avait le temps, je pourrais le montrer, qui, si elles étaient passées devant le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, seraient retoquées, sauf la loi Guessot, qui est la mieux de toutes les lois du point de vue juridique, n'est-ce pas, maître? On lui demandera d'abolir tous les articles à caractère mémoriel. C'est-à-dire d'abord, vous en êtes à l'article 4. Alors vous faites partie, Gérard Noiriel, d'autres historiens qui, je crois que vous étiez 32 signataires. Pas seulement l'article 4. Oui, on arrive, on ne mélange pas tout. Gérard Noiriel, vous êtes intervenu, vous, et vous vous opposez en tant qu'historien aux autres historiens. Pourquoi? Dans l'ordre chronologique, quand même, il faut rappeler que nous avons été à l'initiative de la pétition contre la loi du 23 février. Cette pétition a rassemblé plus de 1000 historiens, c'est-à-dire pas grand-chose, chercheurs. Pas grand-chose sur le plan national. 1000, c'est bien, c'est beaucoup. Dans notre métier, oui. Et 44 000 Français inspirés par Dominique Strauss-Kahn. 44 000, 45 000, qui est, pour un problème de cette nature, est peut-être insuffisant. Mais il est vrai qu'au départ, on se sentait extrêmement isolé, y compris du côté des politiques et de la gauche qui n'avaient pas suivi du tout ce mouvement, et qu'on a vu progressivement, pour des raisons politiques, ce qui s'est passé aux Antilles, etc., une généralisation de ce processus et ce mouvement donc de lien qui a été fait entre différentes lois. Ce que je veux dire, c'est que pour nous, il y a une distinction très importante à établir entre la mémoire et l'histoire. Alors, il est normal que le débat public porte surtout sur les questions de mémoire. Mais nous, on défend, je dirais, la déontologie de notre métier. De même que les journalistes peuvent défendre la leur ou d'autres professions. Lui, non. Mais si, il est historien également. Bien sûr. J'ai contribué au lieu de mémoire. Absolument, voilà. Donc il peut y avoir, ce que je veux dire, je trouve c'est bien qu'on puisse voir une diversité de points de vue chez les historiens. C'est un monde aussi pluriel, divers, mais sur des tas d'éléments, on peut y avoir aussi des convergences. Ce n'est pas des camps retranchés. Mais pour nous, ce qui est très important, c'est ce point-là, parce que l'article 4 met en cause notre métier directement, ce qui n'était pas le cas pour les lois précédentes, si vous voulez. C'est pour ça qu'il y a une différence. Pardon, oui. Excusez-moi. Pétré-Grenouillot, c'est pas la loi, pas l'article 4, c'est l'article, c'est la loi Taubira. Oui, mais alors voilà, alors, cette question, vous savez, nous on a donc créé à la suite du mouvement de cette pétition, on a créé un comité de vigilance qui ne rassemble pas non plus les masses populaires, mais qui quand même rassemble des gens qui sont reconnus dans la discipline, dans leur métier d'historien. Donc pour nous, c'est important. Et beaucoup d'enseignants du secondaire également. Et dans ce comité de vigilance, il y avait une volonté de résister à toutes les formes de pression. Et dès ce moment-là, nous avons manifesté notre soutien à Pétré-Grenouillot. Mais il nous semble, nous, que le plus important, c'est de mobiliser ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire de rassembler les citoyens, les historiens. Il y a comme ça, nous sommes dans des mondes où il y a des groupes de pression et le pire pour nous, au point de vue même psychologique de notre honneur, c'est d'être mis comme ça à la vindicte publique, montré du doigt, etc. C'est sur ce plan-là aussi qu'il faut défendre. Les historiens doivent garder le monopole de l'histoire? Ah non, pas le monopole. Non, au contraire. Il y a une diversité des rapports au passé, des formes de rapports au passé qui sont divers et qui sont légitimes, bien sûr. Mais soyons très clairs. Il ne s'agit pas que les historiens gardent le monopole de l'histoire. Il s'agit qu'il n'appartient pas au législateur de dicter la recherche historique ou l'enseignement historique. Il lui appartient au législateur de rendre hommage à des victimes et de faire tout pour ça. Ça, nous sommes entièrement d'accord. Ou d'éprendre, ou de gérer le symbolique de la société, c'est-à-dire l'attitude que la collectivité doit avoir vis-à-vis de tel ou tel
portion de la population. Quand Chirac a fait le discours de juillet sur la reconnaissance de la responsabilité de l'État français, par exemple, il était parfaitement dans son rôle de gestionnaire du symbolique. Mais c'est autre chose quand le législateur, qui lui n'y connaît rien, de toute façon il n'a pas à faire, dicte ce que doit être l'enseignement et la recherche. Voilà. Je m'empresse de dire que Bibliothèque Médicis a fait le choix de ne pas inviter aujourd'hui d'élus ou de politiques. Le débat a été déclenché et entretenu par les historiens. On le laisse entre historiens. Pour du tout, nous voyons des tous historiens. les politiques. Oui, d'accord. Mais pour faire pression, pour leur rappeler en même temps, vous préféreriez que le débat reste entre historiens. Simplement, je cite Ils ont honte, je peux vous dire, les politiques. Dès qu'on leur en parle, ils se battent la coulpe. Parce que parce qu'ils disent on a fait une bêtise. De part et d'autre. De tous les côtés, en disant en plus, on a fait des gestes symboliques en pensant que ça ne mangeait pas de pain et qu'on s'aperçoit aujourd'hui que ça va plus loin qu'on ne croyait. Alors, il y a deux sénateurs, Jean-Pierre Bel, président du groupe socialiste, qui peut être embarrassé parce que son prédécesseur avait laissé voter la loi de 2005, réclame l'abrogation de l'article 4 au nom de l'exigence de neutralité et de la laïcité de l'enseignement. Et puis le président du groupe UMP, Jocelyn de Rohan, dans le climat passionnel d'aujourd'hui, ne prenons pas de décision hâtive, dit-il, mais on voit bien que Christian Poncelet reçoit ou a reçu récemment des historiens et dans quelque temps, on va voir un nouveau texte qui sera probablement voté et par l'Assemblée et par le Sénat, mais ça, on y reviendra. Pourquoi vous n'avez rien dit au moment de la loi sur le génocide arménien ou sur la loi Taubira de 2001 ? Le Parlement avait aussi, à l'époque, dit ce qu'il considérait être la vérité officielle. Non, il y a une différence. C'est-à-dire que, moi, vous savez, j'étais l'élève de Madeleine Robert-Hughes, elle était présidente de la Ligue des droits de l'homme, elle s'est engagée fortement contre la loi Guessot. J'avais un désaccord. Oui, j'avais un désaccord avec elle. Moi, j'estime que ces questions-là sont des problèmes de mémoire collective et que le politique est tout à fait légitimé à intervenir sur les questions de mémoire collective. À partir du moment où il n'y a pas d'intervention pour nous sommer d'enseigner ou de faire de la recherche dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est une distinction fondamentale que nous tenons de Marc Bloch, l'ancêtre le plus légitime de notre maison, l'école des hautes études, qui est quand même la différence entre l'historien qui essaye d'expliquer, de comprendre les phénomènes, et la mémoire, qui juge, qui interprète, qui sauve de l'oubli, etc. Les deux sont légitimes. Ce sont deux formes d'intervention sur le passé qui sont légitimes, mais dans une démocratie, il faut absolument les séparer. Ce qui me gêne dans la position de Noiriel, c'est que, pour lui, quand les lois... Vous vous adressez à lui. Je veux dire, c'est-à-dire que quand les lois lui sont sympathiques, elles sont bonnes, quand les lois lui sont antipathiques, elles sont mauvaises. Mais au nom de quoi? Au nom de l'opinion politique. Il faut dire clairement les choses. C'est-à-dire qu'en gros, on peut regarder les textes en main que ces lois ne colonisation. sont pas du tout faites de la même manière. Vous n'avez... Le qualificatif, un qualificatif, jugement positif, c'est un jugement de valeur, c'est de l'ordre de la mémoire. Vous ne le trouvez que dans une seule loi, c'est la loi du 23 février 2005. Même dans la loi Taubira, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que les enseignants et les historiens devront accorder l'attention qu'elle mérite. Mais on ne nous dit pas comment il faut l'enseigner. Oui, ça veut dire accorder une attention, c'est pas du tout la même chose que d'intervenir avec un jugement de valeur porté sur un événement. Les 18 historiens demandent à l'historien de ne pas plaquer sur le passé des schémas idéologiques contemporains, ne pas introduire dans les événements d'autrefois la sensibilité d'aujourd'hui. C'est pas ce que vous faites un peu? Mais non, écoutez, ça c'est évident qu'un historien soit... C'est un jeune étudiant qui soutiendrait une thèse en donnant comme ça des jugements de valeur, il n'aurait pas sa thèse. C'est la base de notre métier. Alors, avant d'entendre Monique Cantos-Perber et Jean-Pierre Mignard, maître Mignard... peut-être entendre notre ami Klarsfeld, parce que c'est le nœud du problème, Klarsfeld. Vous voulez pas vous mettre là? Vous trancherez, vous direz ce qui est clair et ce qui n'est pas clair. Pardon. Allez-y. Mais quand votre position intervient, quand vous avez à la défendre, défendez-la clairement en débattant directement ou en soutenant tel ou tel. Alors, Serge Klarsfeld, puisque vous avez une position centrale, on vous écoute. Je suis étonné d'avoir une position centrale. Moi, je défends effectivement le rôle du politique en ce qui concerne la mémoire à l'échelle humaine, pendant que dans les événements contemporains, il faut tenir compte des mémoires des différentes communautés. Il y a 100 ans, il n'y avait pas d'Arméniens en France, il y avait
il y avait relativement peu de juifs, il y avait peu de noirs. Aujourd'hui, ils ont une mémoire qui est intégrée à la nation. Il y a des rapports directs entre la France et l'outre-mer. Il y a des rapports directs entre la France et le rôle qu'a joué l'État français par rapport aux Juifs. Il y a le rôle par rapport comment dire, à la colonisation. Donc on doit, comment dire, donner des bornes ou indiquer des bornes morales, c'est le rôle du législateur d'indiquer des bornes morales aux citoyens. Donc je considère que je ne suis pas, comment dire, je suis choqué par l'article 4 de cette loi, mais si vous voulez, j'ai appris l'histoire dans des manuels, et sans doute vous aussi, où il n'y avait pas un seul aspect négatif de la colonisation. Aujourd'hui, je regarde les manuels, il n'y a pas un seul aspect positif de la colonisation, alors qu'on indique le rôle global négatif de la colonisation et qu'on rétablisse l'équilibre en disant qu'il y a eu aussi des aspects positifs, qu'on réécrive cet article, mais qu'on ne l'abroge pas, ça me semble quelque chose, disons, de raisonnable. Il n'est pas inacceptable de vouloir être fier de certaines parties de la colonisation? Oui, ça me semble tout à fait, comment dire, raisonnable. Mais bien sûr. Mais à condition de dire d'abord que le rôle global est négatif, qu'on mette entre parenthèses, je sais pas, les exactions, la répression policière, les tortures, l'exploitation économique, qu'on le mette, mais qu'on dise qu'il y a eu aussi des aspects positifs. Moi, ça me semble raisonnable. Jean Daniel, dans un éditorial libre et plutôt inspiré du Nouvel Observateur, rappelait il n'y a pas longtemps que dans sa classe du lycée de Blida, en Algérie, ses meilleurs amis et les meilleurs élèves d'un prof excellent, qui était un prof français, allaient devenir les chefs et les inspirateurs de la révolution et de l'indépendance algérienne. C'est-à-dire qu'au nom des principes de la France, les colonisés ont lutté contre le colonisateur et ils ont obtenu leur libération. Bon, la mémoire nationale, la mémoire nationale, il y a quand même des choix. Par exemple, le 14 juillet découle d'une loi qui est une loi mémorielle. On dit que le 14 juillet est une fête nationale et c'est, comment dire, une loi de 1880. Mais peut-être pour les monarchistes, c'est peut-être pas une fête nationale. Il y a comme ça. Ce sont des bornes morales. Le 8 mai 45 aussi est une. À ce stade, la philosophe de l'éthique et de la morale. Bon, c'est une désignation un peu lourde à rapporter. Je me contenterai de faire deux distinctions qui peuvent peut-être être utiles pour notre débat. La première distinction est évidente, elle a été évoquée maintes fois, c'est la distinction entre mémoire et histoire. Que la collectivité nationale et le pouvoir politique et même la souveraineté nationale prennent en charge la mémoire collective et décident que certains jours seront des jours de commémoration, comme par exemple le 14 juillet ou le 11 novembre, que le politique décide qu'il faille créer une journée de mémoire pour l'esclavage ou pour les communautés guyanaises, martiniquaises, réunionnaises opprimées. Pourquoi pas? C'est en ce sens que je n'appellerai pas ces lois des lois mémorielles et que je ne les critiquerai pas à ce stade, parce que si elles instituent une mémoire collective sur ces questions-là, pourquoi pas? Ça me paraît tout à fait de la compétence du législateur. Mais c'est très différent. Qui veille à ce que l'histoire nationale représente tous les citoyens? Alors c'est là qu'intervient ma seconde distinction, qui est une distinction évidente pour tous les philosophes, mais je vais l'expliquer en quelques mots, entre le normatif et le déclaratif, entre les normes, les règles, les lois, c'est-à-dire tout ce qui quadrille nos sociétés en disant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, dont nous avons besoin pour vivre ensemble, et puis le déclaratif, l'ensemble des faits. Le travail des historiens, c'est d'établir les faits et de proposer des interprétations plausibles. On va leur demander comment ils travaillent tout à l'heure. Le travail du législateur, qui exprime la souveraineté nationale, c'est d'établir des normes, des lois. Alors, exemple de normes, l'esclavage est un crime contre l'humanité. Ça, c'est clairement un outil législatif, ça va poser une norme. On ne doit en aucun cas tolérer l'esclavage doit être puni de telle ou telle façon. Mais ce qui est un fait, c'est que c'est lorsque, comme dans l'article 1 de la loi Taubira, à l'affirmation tout à fait légitime du point de vue du législateur, l'esclavage est un crime contre l'humanité, on prend soin de préciser l'esclavage perpétré à telle époque contre telle communauté
en excluant toutes les autres formes d'esclavage. Après tout, cette précision est inutile. C'est là que dans un seul article, on voit confondu l'aspect légitime Donc de vous demandez que ce soit législateur, corrigé. la norme, et Vous demandez l'aspect que ce soit déclaratif. vous demandez que ce soit C'est un Je des mots corrigé. qui demande doit que ce être soit corrigé. corrigé, qu'on répète haut et fort que l'esclavage, toutes les formes d'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Mais se lancer dans le catalogue de tous les esclavages qui se sont réalisés sur la planète depuis l'aube de l'humanité et déclarer successivement pour les uns et pour les autres que ce sont des crimes contre l'humanité me paraît être complètement redondant et inutile par rapport à ce que doit être l'œuvre de la communauté nationale et de la souveraineté nationale. Alors la loi Guesso, c'est différent, je ferai quand même une distinction. Parce que la loi Guesso, ce qui me paraît la mettre en quelque sorte en porte-à-faux par rapport à ces distinctions, c'est que ce n'est pas simplement le fait qu'on nie l'extermination des Juifs d'Europe qu'elle incrimine. C'est autre chose quand même. Et c'est pourquoi je mettrai un petit peu la loi Guesso à part. C'est que la loi Guesso est un moyen de toucher l'antisémitisme. C'est-à-dire, la loi Guesso repose sur la présomption qu'on peut contester, mais qui est quand même son fondement, que derrière le négationnisme, il y a nécessairement adossé l'antisémitisme et l'appel à la haine raciale. Et ce lien, d'une certaine manière, c'est ce qui peut justifier quelque chose comme la loi Guesso. Pas la loi Guesso telle qu'elle est rédigée, mais quelque chose, en tout cas, comme la loi Guesso. D'abord, C'est très simple, ce que vous dites. Il suffit de rajouter 2 mots, je pense que Clarisse sera d'accord. Il suffirait de rajouter 2 ou 3 mots à l'article, je crois que c'est l'article 9, que vous devez connaître mieux que moi, qui est devenu l'article 24 bis. Oui, Quel mot il faut seront ajouter punis de peine. Je peux le lire si vous voulez. Allez-y. Seront punis Voilà, des c'est peines ça. prévues par le 6e alinéa de l'article La 24, contestation. ceux qui auront contesté par un des moyens énoncés à l'article 23 Voilà. l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par Par l'article Nuremberg. 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du Contester, 1845. il suffirait d'ajouter pour des motifs manifestement racistes ou antisémites. Et là, ce serait de nouveau à la justice de scruter les considérer intentions. les intentions Oui, cachées ou non. Alors, et c'est monsieur le justement juge. ce que les juges ne souhaitent pas. Les juges souhaitaient une loi semblable qui leur permette de ne Disons pas que ce dire serait le seul l'histoire, mais de truc qui permettrait constater blinder, simplement en quelque sorte, s'il y a et eu d'éviter que Gollnisch s'il y a eu ou infraction ou autres non. disent. Bon, Oui, alors, ce maître que je Jean-Pierre Mignard. Je constate, pas du tout une expertise, ce que je constate, c'est la difficulté qu'ont les historiens de travailler avec la loi, alors que depuis un certain nombre d'années, les historiens viennent dans les enceintes de justice, dans un procès exemplaire que fut celui de Maurice Papon, les historiens occupaient toute leur place. Et je voudrais que, au même titre que les historiens occupent leur place, avec le débat qui s'installe entre eux et qui éclaire les juges, les historiens à leur tour veuillent bien comprendre ce qu'est le travail de sédimentation de la loi et le progrès dans la civilisation que constituent les lois. L'affaire de l'esclavage et la loi Taubira ne tombent pas sur la représentation nationale comme des flammes de Pentecôte. Nous avons une première convention. Alors, deuxième aspect, c'est l'aspect très hexagonal, pardonnez-moi, de vos interventions réciproques. Car enfin, il existe une communauté internationale, c'est un concept juridiquement admis. Il existe un droit positif international, il existe un droit public international, il existe une convention de 1926, qui est une convention qui s'impose à l'ensemble des États qui l'ont ratifiée, qui définit l'esclavage. Puis une autre convention de 1956, qui va au-delà de la première définition littérale de l'esclavage pour relier l'interdiction de l'esclavage à la protection des valeurs humaines. Et finalement, la loi Taubira de mars n'est qu'une loi, la loi Taubira n'est qu'une loi qui vient pousser jusqu'au bout, sur le plan de la législation nationale, ce qui est une lente évolution internationale. Mais c'est pas la Pardonnez-moi, loi. pardonnez-moi, Jean-Pierre, et qui a largement été aidé par un acte majeur dans l'histoire de notre droit contemporain, qui est effectivement la création du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, qui fait qu'il y a un avant et un après, et que l'ensemble du débat que nous avons est un débat qui est nourri par le tribunal de Nuremberg, et bien évidemment sur la colonisation, et bien évidemment sur l'esclavage, car l'affreuse tragédie du monde contemporain, après Auschwitz, le tribunal militaire international, je veux dire, il y a un acquis de toute l'humanité, qui est de figer dans le marbre de la loi un événement, et de dire que qui conteste que cet événement a été un événement odieux, barbare, contraire aux principes de civilisation, eh bien c'est s'exposer aux foudres de la alors, loi. ça veut dire que chaque pays Mais doit... jusqu'où s'arrêter? tout ça Est-ce que tombe tous les complètement événements horribles de l'histoire humaine doivent faire l'objet Je d'une vous loi? trouve un peu hautain. Non, mais je vais vous dire pourquoi, maître.
parce que ce n'est pas la loi que les historiens mettent en cause. C'est l'article 2 de cette loi. Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines. Pas en même temps. Je vais Voilà, essayer, c'est pas la loi. je vais essayer de donner à mon propos Pierre un peu Nora. plus de relief Voilà. pour qu'il soit moins une plaine. Pour vous dire tout simplement qu'il y a deux aspects dans cette loi. Il y a d'abord la reconnaissance de ce que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Pardonnez-moi, vous êtes un grand historien, Monsieur Nora, mais il y a peut-être un point de droit qui peut-être vous a manqué, c'est qu'il y a dans cette loi une conséquence de droit. Cette conséquence de droit, c'est que dès lors que l'esclavage est considéré dans notre loi nationale comme un crime contre l'humanité, cela devient imprescriptible. C'est donc une conséquence de droit. Ça, c'est très important. Le deuxième aspect, qui est effectivement le deuxième article. Le deuxième article de la loi est un article qui renvoie à la loi de mars sur la colonisation, qui est de février, qui est comment un événement législatif est-il, c'est-à-dire comment une valeur reconnue est-elle protégée et deuxièmement, comment est-elle enseignée? Ça, c'est une question sur laquelle, alors là, vous avez tout à fait raison, et je vous rejoins, et le juriste, avec humilité, se retire et laisse aux historiens le soin de dire notre liberté de recherche ne saurait en aucun cas être limitée par des textes, à la condition, bien sûr, de ne pas dire quand même que les chambres à gaz ont peut-être n'est pas ici. Voilà, parce que ça, non, mais vous comprenez, il y a une ce que limite. vous avez dit sur la loi Taubira, Pierre Nora. Je ne voudrais pas qu'avec vos pétitions, vous ouvriez les portes des bergeries aux loups. Mais non, mais écoutez, les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. Voulez-vous m'expliquer? D'abord, ce n'est pas un terme de loi, ça relèverait du règlement. Vous êtes d'accord et pas de la loi. Deuxièmement, imaginez n'importe quelle classe de seconde de première où des parents viennent demander à un professeur que la place où le cours qu'il a fait, qui était d'un quart d'heure, d'une demi-heure, de 2 heures ou de 6 heures, ne correspondait à la place, pas à la place conséquente. Il le traîne en justice. Et le juge se dit, mais quelle est la place conséquente que le professeur aurait dû... Ça ne tient pas debout. Je suis d'accord avec vous. Et ben voilà. Comme c'est le même aspect que l'effet positif de la colonisation, Je suis c'est du même ordre. La loi Taubira, si je peux me permettre une parenthèse la loi Taubira, Sur cet article. Moi, j'ai tout de même contre la loi Taubira le fait qu'elle désigne une forme particulière de ce qu'a été la pratique de À l'esclavage. un moment donné, À un et moment concernant donné, la France. Et ça, concernant certains acteurs. À ce moment-là, pourquoi pas une loi pour condamner l'esclavage dans la Grèce ancienne, pour condamner d'autres formes d'esclavage, y compris celles qui se Et qui fera qu'on pratiquent actuellement encore dans les pays arabes. parce qu'il avait des Mais et esclaves. jusqu'où s'arrêter? Est-ce que le travail de la souveraineté nationale que de faire la liste de tous Monique, les mais déjà, malheurs de Choisir, l'histoire c'est se humaine? limiter, comme Mais disait André déjà, Maître Mignard, sur l'esclavage et les traites Oui, des Noirs, oui. pourquoi enfermer la France dans ses responsabilités, sa culpabilité? Est-ce que ça annonce ce que Oui. d'autres pays Oui, devraient absolument. faire? Et un élargissement C'est exact. de la loi C'est exact. Le comme débat- crime contre l'humanité. En effet, le débat est lancé au niveau de la communauté internationale, c'est-à-dire que la France n'est pas elle seule. Aujourd'hui, le débat de la reconnaissance par un acte public qui peut être une résolution des Nations Unies, comme elle l'a fait d'ailleurs en décembre 1962 pour la colonisation, est en effet aujourd'hui en discussion la reconnaissance de l'esclavage comme crime Oui, contre mais vous l'humanité. savez, les difficultés qu'il y a à faire admettre ces textes à la conférence de Durban en 2001, à l'UNESCO, chaque fois qu'il y a Oui. une conférence à Paris, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a d'autres pays qui ne veulent pas le reconnaître. Oui, mais c'est donc un processus qu'il faudrait faire Alors, sur Serge plusieurs dizaines Klarsfeld. d'années. Hein. Mais en Sur ça. 1948, la loi sur, je veux dire, la répression, la convention sur la répression du génocide a été adoptée par les Nations Unies, a été ratifiée par la France, et donc la loi Guesso en découle, je dirais, en découle tout naturellement. Et s'il y avait aujourd'hui des lois pour réprimer la contestation de tous les crimes contre l'humanité, ce serait, comment dire, une amélioration dans le sens moral, dans la morale politique. Je suis favorable, oui, à partir du moment où il y a reconnaissance de tel ou tel crime contre l'humanité qui se passe actuellement. Nous ne parlons pas de la Grèce antique, on parle Non, de ce mais il y a qui se d'autres passe crimes dont on actuellement. parlera peut-être tout à l'heure et qu'on a escamotés. Pas vous, mais on va voir lesquels. Attendez, Gérard Non, mais, Noré. moi, donc, je tiens absolument à distinguer les rôles, à préserver l'autonomie de notre métier. Parce que c'est comme ça aussi qu'on peut être des garants dans ces débats publics, en étant autonome par rapport à Est-ce que toute vous une série de estimez que les problèmes. historiens, vous êtes objectifs?
Ah ben la question d'objectivité, si vous voulez, là c'est un problème vraiment qu'on peut pas. Moi je pense qu'il n'y a pas d'objectivité. En gros, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'on est toujours influencé par les enjeux, que l'histoire évolue, on sait que l'histoire évolue, voilà. Mais il y a une autonomie. Impartiaux. Oui, mais si vous voulez, me laissez dire un mot, la formation. Nous on n'est pas la liberté de l'historien. Dans votre texte, vous avez cette expression pour nous ne veut pas dire grand-chose, mais l'autonomie, oui, l'autonomie de notre travail, de notre réflexion, c'est absolument indispensable. C'est d'ailleurs pourquoi on estime que l'historien n'a pas à rédiger les lois. On n'a pas à aller dans... D'abord, on n'est pas juriste, vous nous l'avez rappelé, mais on a à préserver notre autonomie, d'autant plus que nous sommes dans un monde où de tous côtés, on a des pressions, et vous savez comment ça se passe. Les gens aiment bien les historiens quand ils disent la même chose qu'eux, quel que soit le groupe. Donc nous, défendre notre autonomie, c'est de porter la contestation, la critique par rapport à des formes de vérité avec un grand V, telles qu'on peut les voir. Mais ce que je voudrais ajouter, et c'est là que le lien entre l'histoire et la mémoire se lie, il est vrai que, pour ma part, en tant que citoyen, je ne mettrai pas sur le même plan l'ensemble de ces lois, des lois qui ont condamné le racisme, qui ont condamné l'esclavage, qui ont condamné les terreurs, comme dans le cas des massacres contre les Arméniens. On ne peut pas les mettre sur le même plan qu'une loi qui valorise la colonisation. Ça, c'est un principe que la plupart des gens de notre comité rejoignent. Vous donnez raison, éventuellement, à ceux qui vont toucher et revenir sur l'écriture, éventuellement l'abrogation de la loi de 2005. Mais vous dites on s'arrête là, parce que j'ai entendu dans une émission que je menais avec Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée nationale, dire une fois qu'on a réglé le problème de la loi de 2005, eh bien, il va falloir qu'on réfléchisse sur les autres lois, les Arméniens, la loi Guesso, etc. Vous mesurez les effets. Alors là, je ne suis pas politique, je suis pas, mais ça va être quelque chose. On va démultiplier les problèmes. On va démultiplier les problèmes en ouvrant comme ça une boîte de Pandore où les gens vont se sentir encore plus humiliés parce qu'on aura touché à telle loi et pas à telle autre. Enfin, franchement, qu'on prenne des engagements pour que dans l'avenir on arrête. Moi, j'ai toujours défendu cette idée. J'étais contre le fait que des historiens aillent témoigner dans des procès. Donc, je suis très clair sur la question de l'autonomie, mais qu'on se mette d'accord entre nous pour dire on arrête, moi je serais tout à fait d'accord sur cette loi. Mais aller dans un sens rétrospectif, ça me paraît extrêmement c'est ce qui a été pratiquement admis par le président de l'Assemblée nationale, puisqu'il a dit moi j'instruis, je n'ai pas d'opinion, j'instruis à charge, à décharge, et puis 24 heures après, le président de la République a dit réécriture, et lui-même, le président de l'Assemblée nationale, a dit je savais qu'il dirait cela, mais je ne pouvais pas le dire avant lui, donc on va réécrire. Bon, ça sera fait à la fin du mois de janvier. Donc si la réécriture, il n'y a pas abrogation. Tout le monde se fait des idées. Je pense que s'il y a réécriture, soyons très clairs. S'il y a réécriture, c'est qu'il n'y a pas d'abrogation, et s'il n'y a pas d'abrogation, on ne passera pas aux autres lois. Si on réécrit, c'est-à-dire on supprime la phrase incriminée. Non, si on la réécrit. Non, on la réécrit. On la réécrira. Parce que le mot abrogation pour les parlementaires et les élus de droite ou de gauche, ça fait mal. On la réécrira. Je signalerai simplement que mon fils avait proposé la même solution au nom de M. Sarkozy. Et qui lui avait demandé une réflexion. Et donc, lui, dès le 24 décembre, a proposé cette réécriture. Et donc, puisque le président de la République a proposé la réécriture, ça veut dire que l'unité de la droite classique est refaite et qu'il y aura réécriture. Vous avez encouragé votre fils Arnaud à accepter la proposition du président de l'UMP? Oh, je n'ai pas encouragé. Il a pris sa décision lui-même. Il est grand, c'est ce qu'il veut. D'accord. D'accord. Mais vous voyez qu'il est le mieux placé pour dépasser la loi Guesso et traiter de toutes les lois, ou en tout cas de cette loi de 2005. On ne lui a pas demandé de créer une commission, on lui a demandé d'apporter une réflexion personnelle. Or, il a été avocat dans le procès Touvier, il a été avocat dans le procès Papon. Les peines qu'il a demandées ont été... Disons, le jury l'a suivi contre la défense, contre les partis civils, contre les avocats des partis civils. Donc il est quand même... Je vais sans doute me faire gronder par vous tous. Mais la loi Guesso, elle est du 13 juillet 90. Hein, au même moment, il y avait la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique et de tout le régime communiste. Pourquoi? Pour éviter que le législateur s'en mêle, les historiens ne posent pas le problème des crimes commis par le stalinisme et le communisme. Mais ça se posera, à mon avis, ça se posera. Ça se posera à l'échelle européenne. Par exemple. Non, mais si vous voulez, ce problème a été posé. Il y a eu un certain nombre de recherches historiques. Ça dépend à quel niveau se situe. Je veux dire, il y a un niveau de la recherche historique qui n'accède peut-être pas assez au grand public, mais qui existe. Il y a eu crime contre l'humanité aussi, à l'évidence.
durant la révolution culturelle chinoise et lors de la révolution russe. Le crime contre l'humanité est avéré. Est-ce que notre rôle, c'est de faire des catalogues de crimes contre l'humanité? On n'en sort plus, c'est aussi le problème. Quand on disait tout à l'heure, l'historien établit les faits, il faut ajouter que l'historien pose des problèmes qui sont des problèmes de compréhension des phénomènes. Monique, pas tous ensemble. Mais l'historien, enfin le citoyen n'attend-il pas de l'historien qui lui montre la voie et qui lui dise là aussi, il y a crime contre l'humanité, il ne faut pas que ça se reproduise? Je ne pense pas que ce soit le rôle de l'historien. Alors, attendez, que l'historien a un travail, c'est d'étudier les faits. Montrer, révéler, comme ça a été le cas depuis une vingtaine d'années, l'ampleur des massacres soviétiques, enfin, commis par l'Union soviétique contre son propre peuple, à la différence des massacres commis par les nazis en particulier, ça fait partie du travail d'histoire, qui est une chose tout à fait différente. Il me semble que ce que visait la pétition des historiens, c'était trois choses. D'une part, de mettre un terme à ce genre de loi. C'est-à-dire c'était un coup de semonce disant « n'allez pas plus loin ». Mais c'était également une manière de guider la jurisprudence. Parce que lorsque M. Pétré-Brunouillot va se retrouver au mois de février prochain devant ses juges, eh bien, le fait qu'il y ait eu ce débat, en quelque sorte, amènera le juge à créer une jurisprudence. Qu'a dit M. Grenouillot? Il a dit au téléphone, semble-t-il, bon, bien sûr, c'est un crime contre l'humanité, mais quand même pas aussi grave que la Shoah. Non, il n'a pas dit ça du tout. Qu'est-ce qu'il dit alors? Pas du tout. Non, il n'a pas dit ça. Il ne le pense pas, je peux vous le dire. Il a dit, que, évidemment, c'était moralement un crime contre l'humanité, l'esclavage, mais que si on en faisait une catégorie juridique, on la rapprochait inévitablement de la catégorie juridique de la Shoah, et qu'il y avait là deux phénomènes historiques qui étaient incomparables, puisque l'un était un phénomène exterminateur et que l'autre était, par définition, quelque chose, un phénomène économique destiné à produire de l'argent, même s'il y avait pas. Et il a ajouté, quant aux souffrances, il n'y a pas d'échelle de Richter de la souffrance. On ne peut pas comparer les souffrances. Il a tout à fait raison. Mais d'une certaine manière, la loi avait déjà dit, et même pas, on n'a pas attendu les lois votées en France, les lois internationales avaient clairement dit que l'esclavage et le génocide sont des crimes contre l'humanité. Mais attendez, juste un point pour en revenir à la loi Guessot. La loi Guessot, en effet, fait cette hypothèse qu'on ne peut pas nier le génocide contre les Juifs si on n'est pas antisémite. Enfin, si ce n'est pas une marque d'antisémitisme. Mais après tout, d'abord, il y a une insulte directe aux survivants et à ceux qui ont témoigné. Ensuite, il y a quand même une réactualisation inévitable des thèses du complot juif dans le négationnisme. Ça va de soi. Donc, c'est pas simplement le fait de contester un fait historique, c'est de prendre une position dans un problème, et un problème encore vif. Lorsque M. Ahmadinejad, le président de l'Iran, dit que le massacre des Juifs n'a pas existé, personne ne prend ça pour une affirmation historique que les historiens vont évaluer. On prend ça purement et simplement pour ce que c'est, c'est-à-dire une pure affirmation d'antisémitisme brutal. Et d'une certaine façon, c'est sur cet ensemble d'hypothèses que la loi Guessot a travaillé. Est-ce que ça veut dire que la loi Guessot, on n'y touche pas? À mon avis, non, toucher aux lois, il y a plus de mal à y toucher qu'à la laisser telle qu'elle. Cela dit, elle aurait pu être beaucoup mieux formulée qu'elle. Mais on la touche ou on la touche pas? Il faut toucher la même loi. si elle est mal rédigée, même si une loi n'est jamais rédigée de façon parfaite. Mais c'est un obstacle. N'oubliez pas que jusqu'en 1972, jusqu'à la loi sur le racisme et l'antisémitisme, on pouvait publier des actes, des textes antisémites. Faurisson et Rassigny ont été Non, condamnés. jusqu'en 72, je dis. Ah oui, À partir c'est-à-dire qu'en 72, on a rétabli je dirais, 1939, le décret Marchand-D'Eau. Et puis de 62, à partir de, je sais, la loi est de 90, mais s'il n'y avait pas cette loi, il y aurait une floraison de textes négationnistes et nous avons encore des milliers, nous avons 15 000 enfants de déportés qui sont vivants, orphelins de déportés. Eh bien, comme l'a dit madame, c'est une insulte extrêmement douloureuse. Alors si on vous traite de crétin, vous pouvez porter plainte, et si on vous insulte au plus profond de vous-même en disant que vos parents n'ont pas été tués de la façon dont ils ont été tués, vous ne pouvez pas réagir. On peut, heureusement, grâce à cette loi Guessot, c'est une... Donc, vous avez bien dit, et vous, c'est important, Serge, car c'est un barrage, qui avez révélé tout un pan caché de notre propre histoire et de notre mémoire. Est-ce que, puisque Monique disait tout à l'heure que l'historien, vous travaillez sur des faits, la recherche, la découverte des faits, est-ce que vous croyez par principe les souvenirs, les mémoires, les témoignages des
parfois des acteurs, des victimes, des survivants? Où vous les situez, vous les resituez, Moi, j'appartiens à vous les une croisez? tradition historiographique qui étudie des problèmes, hein, pas uniquement des faits. Il faut quand même rappeler cette dimension parce qu'on a l'impression de revenir là, dans une définition de l'histoire qui date d'avant la Première Guerre mondiale. Donc, étudier des problèmes, c'est ça notre rôle spécifique. Et la façon d'étudier ces problèmes, c'est pas la même que le politique, c'est pas la même que les citoyens, etc. Ça, c'est un point. Et à partir de là, effectivement, toutes les sources, les mémoires, moi j'ai travaillé beaucoup sur l'histoire de l'immigration, j'ai fait des centaines d'heures d'entretien. Comment voulez-vous faire pour tous ces aspects de l'histoire? La dimension humaine, elle est très forte, très présente. Il y a des tas d'éléments qu'on ne pourrait pas étudier si on avait simplement les archives. Ça, tout historien le sait. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Il y a un lien entre les deux, mais il ne faut pas confondre les niveaux. Sinon, on n'a plus de raison d'être. Voilà. Alors, c'est pas la politique, Maître Mignard, c'est pas la politique qui réécrit l'histoire, pas la morale, c'est pas le juge non plus. L'historien, mais c'est pas le juge. Non, c'est pas le juge, mais quand même le juge est quand même au cœur d'une disposition capitale, car il devra apprécier si une procédure correspond à la loi dans son texte et à l'esprit du législateur. C'est pourquoi c'est en effet très important. Je vous ai trouvé pessimiste dans votre appel, parce que par crainte de voir une personne déférée devant une juridiction au motif d'une loi, plutôt que de tenter d'être pédagogique vis-à-vis des juges, de les aider, d'aider leur opinion, vous avez dit pas de loi du tout. Et dans ce cas-là, pour pas qu'il y ait de tribunal, il n'y a pas de loi. Ce qui effectivement était une mesure d'éradication qui m'a semblé un peu excessive compte tenu des esprits nuancés et tout à fait respectables qui ornaient le bas du texte. Donc, les juges ont une importance tout à fait considérable. C'est la jurisprudence. Les juges, n'oublions pas, c'est une trois sources des droits avec la doctrine et avec la loi. Bien sûr que les juges sont les interprètes du présent. Et ils sont effectivement au cœur de ce dispositif. Les historiens ont un rôle manifeste. Et je pense, n'ayez pas peur d'aller devant les juridictions. Ça, alors je crois que c'est tout à fait essentiel. Nous avons au même titre que nous ne devons pas avoir peur de l'historicité des lois, nous ne devons pas avoir peur que les historiens viennent se contredisent d'ailleurs. La contradiction des historiens, la contradiction savante, de bonne foi, documentée, des historiens devant un tribunal, éclairera dans tous les cas le tribunal. Comment vous défendriez Olivier Petrégonouillot? Il n'a jamais dit que l'esclavage n'était pas un crime contre l'humanité. Il a simplement apporté un certain nombre d'éléments historiques tout à fait importants, me semble-t-il, sur la condition dans laquelle la traite négrière s'était faite. Et là, sur ce point, il a peut-être choqué un certain nombre de susceptibilités qui avaient de manière un peu sommaire vu la traite comme étant simplement du fait du colonisateur. Il est victime de l'ignorance, quoi. Ah, je pense qu'il est victime de l'ignorance des conditions de la traite, mais je ne l'ai jamais vu prendre position contre l'esclavage lui-même. Non, il connaît très bien les conditions de la traite, mais il est un de ceux qui les connaissent. C'est nous qui ne connaissons pas. Oui, c'est nous qui les connaissons. Non, on lui reproche une troisième chose dont on n'a pas parlé, qui est extrêmement importante, c'est qu'il a dit que l'expression descendant d'esclaves définissait une position de choix identitaire, mais pas une position généalogique. C'est-à-dire que ceux qui se revendiquaient descendants d'esclaves disaient, comme nous étions tous des juifs allemands par exemple, c'est une position qui définit une sorte d'identité personnelle en fonction de sa situation, où on se choisit en quelque sorte descendant d'esclaves, mais qu'on n'est pas forcément pour autant généalogiquement descendant d'esclaves, ne serait-ce que parce que tout cela se situe à la 5e ou 6e génération, et que c'est l'histoire de descendants d'esclaves qui figure dans la loi un certain nombre de gens qui sont dans le collectif sont des descendants de ceux qui ont utilisé des esclaves noirs. Aussi, peut-être. Oui, mais c'est là qu'on retrouve le problème des lois. C'est ça que c'est car compliqué. cette loi Taubira, on peut l'invoquer pour défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, article 5. C'est copié sur la loi Guesso, en fait, qui dit qu'on peut intenter des actions en justice au nom de la résistance et des déportés pour l'honneur des anciens déportés. Je peux citer le texte, peut-être? Oui, allez-y. De toute association régulièrement déclarée, etc., qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi en ce qui concerne l'infraction, etc. Alors, déportés, on sait ce que c'est, même après la guerre, il y avait des cartes de déportés, des cartes d'anciens déportés, comme il y avait des cartes d'anciens combattants.
mes descendants d'esclaves, vous avez des cartes? Vous savez qui c'est les descendants d'esclaves? Vous connaissez à la 6e génération ce qu'étaient vos parents? C'est pas du tout la même chose de dire des déportés ou des anciens déportés ou des fils de déportés. Les événements sont récents et donc les descendants d'esclaves n'ont pas perdu un être cher directement dans la tourmente. Évidemment. Ce qui veut dire quelque chose de très simple, c'est que la loi Taubira réclamait le même type de protection et de privilèges de la minorité noire que des juifs. C'est ça le fond du problème. Donc, à beaucoup on a dit d'égards, la loi et Guesso, qu'il est pervers il vaut ou mieux ne pernicieux. pas y toucher. Est-ce que la loi Taubira, il faudra la remettre en chantier ou pas? Ou elle doit servir de point de départ vers un élargissement de la condamnation des crimes contre l'humanité? Je crois qu'il faut attendons de voir ce que les juges vont en faire. Soyons un peu patients. Les juges vont devoir rendre un jugement bientôt. Parce que quand même les juges dans notre démocratie ont quand même une fonction, c'est quand même eux d'apprécier si oui ou non une loi s'applique ou pas. Vous avez raison sur la question des descendants. Qui est fondé à prouver à quel seuil de descendance? Et est-ce que, par exemple, lorsque l'on est mêlé dans son histoire génétique, on est encore descendant au sens de la loi et l'on peut se prétendre? Toutes ces questions, je vous assure que les juges devront y répondre. Attendons un peu, c'est pas inutile. Et puis, si on a une stupidité judiciaire, ce qui existe, alors dans ce cas-là, les historiens, mais la communauté il faut faire confiance aussi à l'opinion, au rôle qu'on peut jouer en tant qu'intellectuel aussi pour éclairer les gens. Et ces questions-là d'identification symbolique, elles peuvent aussi très bien être prises. Il y a beaucoup de débats aux États-Unis autour de ces choses-là. Et moi, je serais partisan aussi d'un dialogue, parce qu'il faut voir aussi que derrière ces groupes, dans la manière complètement extrême et caricaturale, il y a aussi beaucoup de souffrance. Il y a aussi, vous savez, souvent la mémoire aujourd'hui, il n'y a plus le mouvement ouvrier, il n'y a plus le syndicalisme qu'il pouvait avoir dans le passé. Aujourd'hui, la mémoire véhicule des souffrances économiques et sociales. Et on doit aussi tenir compte de ces choses-là. Il ne faut pas braquer parce qu'on va aller à l'encontre de ce qu'on veut faire. C'est braquer des communautés, entre guillemets, les unes contre les autres. Un récent éditorial des Échos, Gérard Noël exprimait la peur d'une balkanisation de l'histoire. Et je vous cite cette phrase qui enchaîne avec ce que vous dites. Le bouillonnement actuel des mémoires minoritaires puise ses racines dans les ratés de l'intégration. Et il entretient la montée des communautarismes. Et nous, notre travail, je pense, à ce niveau-là, c'est d'établir des passerelles, d'expliciter les choses, de reconnaître aussi un certain nombre de gens qui, aujourd'hui, veulent finalement participer, parfois de manière caricaturale. Et pourquoi ces débats ont-ils lieu en France? Est-ce qu'il y a la nostalgie chez nous d'une histoire coloniale non réglée, et que, tardivement, on met en scène sur le débat public? Je crois qu'en effet, la France est malade de sa mémoire depuis une cinquantaine d'années, depuis la guerre. Le problème de Vichy a été le premier, le problème de la Shoah, le problème de la guerre d'Algérie. Il ne faut pas oublier que la France a émergé de la Seconde Guerre mondiale avec une mémoire extraordinairement divisée, nationale, alors que la Première Guerre mondiale, elle avait émergé avec une mémoire relativement unitaire, à beaucoup d'égards. Il y a un instinct de l'histoire aussi, une volonté de comprendre, je crois, et d'établir une échelle peut-être de valeurs. En tout cas, cette volonté de comprendre est quand même tout à fait dans les jeunes générations. Il faut donner un sens aux événements et à l'enchaînement d'événements qui fait qu'on est arrivé à la situation d'aujourd'hui. En retard quand même de la recherche historique aussi, il faut le dire. On a très peu de choses. C'est-à-dire l'une des raisons de la loi Taubira, ça a été aussi de vouloir inciter les historiens français à prendre davantage en charge ces questions-là. Moi, je le vois, enfin, pour l'histoire de l'immigration, c'est pas la même chose, mais enfin, il y a un retard extraordinaire par rapport à d'autres pays. Raison. Donc, c'est sur les lignes de faille de notre ignorance que ces lois ont proliféré. Jusqu'en 1983, il n'était absolument pas question dans les manuels scolaires du rôle de Vichy dans l'arrestation des Juifs. Pas un seul mot, alors que chaque ouvrage était rédigé rédigé par des agrégés d'histoire. Mais il faut continuer. Et il n'y avait pas une seule mention de ce qui s'était passé. Alors, autrement dit, on pourrait sortir, nous tous, renforcés, et nous retrouver plus libres dans un pays qui accepte en fait le pluralisme, ses origines ou ses origines multiples et sa diversité. On est un peu comme devant le notaire, c'est-à-dire qu'on a ouvert une succession. Alors il y a un très beau service à café en porcelaine de Chine, il y a des oripeaux qui plaisent moins. Alors il faut savoir beaucoup de souffrance. Si sous bénéfice d'inventaire, nous acceptons l'héritage et il y a l'envoi en possession qui permet à chacun de se retrouver et dire c'est notre héritage commun. Alors là je suis optimiste. Ah oui. Mais la fracture coloniale, est-ce que c'est une maladie typiquement française? Ah non.
dans tous les pays. Dans tous les pays. Et je dirais qu'en 1983, ayant analysé les manuels scolaires français, j'ai analysé un manuel scolaire hongrois, pays communiste à l'époque, et un manuel scolaire hollandais. Eh bien, ils étaient encore tout aussi, comment dire, muets sur le passé négatif de la Hongrie ou de la Hollande que la France. C'est à peu près la même chose. Tous les pays européens étaient des pays coloniaux. Tous les pays. Alors, entre les historiens et les juristes, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Georges Castel-Bonic, mais une proposition. ce qui est intéressant, parce que les historiens, quand les historiens vont parler de la colonisation, ils vont parler de la colonisation avec la mentalité des colonisateurs. Ça, vous serez respectueux. Mais le juriste va parler de la colonisation avec les valeurs du droit contemporain, du droit positif, du droit public international. Ça veut dire que nous ne sommes pas, je veux dire, c'est comme des plaques tectoniques, nous ne sommes pas au même niveau. Vous allez interdire un jugement de valeur sur les faits de colonisation au regard de ce qu'était l'état de l'opinion, les instruments du droit de l'époque. Que voulez-vous, nous, juristes, que nous portions d'autres regards sur ces faits que celui des instruments contemporains dont nous disposons, même si des esprits remarquables, Schœlcher ou Las Casas, très en avance, à l'avant-garde de l'humanité. 16e, 17e. Oui, non, c'est 16e, 15e, 16e. 15e, 16e, était à l'avant-garde et déjà, sur la colonisation, en partie, jetait un regard presque contemporain au nôtre. C'est toujours difficile, vous savez, quand on a des gens qui sont à l'avant-garde, ils font toujours dire tout le monde s'était trompé, sauf un ou deux qui ne se trompent pas. C'est toujours ennuyeux les un ou deux parce qu'on dit décidément les autres n'étaient peut-être pas si clairs. Ça veut dire les excuser complètement. Et ça ne peut pas ça veut dire qu'aujourd'hui les historiens français ou les historiens de d'autres pays européens doivent croiser leurs propres recherches avec les historiens des pays colonisés autrefois. Tout ça est une évidence, sauf qu'il faut précisément que les colonisés aient des historiens. Oui, et que donc on les aide à les former, ces historiens. Et puis, il faudrait quand même peut-être dire que ce que nous faisons, nous tous, comme historiens, au moins là, on a un point commun, c'est qu'on ne défend pas des positions corporatives. Il faut que les téléspectateurs le comprennent bien. Il y a une morale et il y a une mission civique de l'historien. J'en suis parfaitement d'accord. Mais là où notre mission civique est, et notre moralité profonde, c'est de faire notre métier au service collectif, je dirais. Et pas de défendre simplement des intérêts évidemment même purement si vous corporatifs. êtes en désaccord avec les autres. Mais cela consiste à dire que ça veut dire d'avoir le sens du relatif, le sens du changement, le sens de la durée, et de ne pas effectivement juger l'ensemble du passé en fonction de notions purement morales qui sont celles de notre présent. Et est-ce que, au nom, je vais dire un mot, une question et vous y arrivez. Est-ce qu'au nom de l'unité, de la cohésion de la France et des Français, c'est le président de la République qui a le rôle de garantir tous les aspects d'impartialité, d'indépendance de la mémoire nationale? C'est un de ses rôles d'indiquer. Il l'a très très bien joué avec beaucoup de courage, beaucoup de lucidité le 16 juillet 1995 en reconnaissant que c'était la France qui était impliquée dans ce qu'avait fait l'État français. Si à la fin du mois, après avoir reçu le comité de l'écrivain française d'origine antillaise Marie Scondé, qui a fait tout un travail, etc., il propose une journée de commémoration de l'esclavage dès l'an 2006, vous soutenez ou pas? Tout à fait. Ça ne me gêne pas, au contraire. Aucun problème. Pourquoi pas? Il me semble que c'est fondamental de reconnaître que la souveraineté nationale peut décider de la mémoire collective et que cette mémoire peut accueillir les mémoires des souffrances passées. Après tout, pourquoi pas? Avec des journées de commémoration, elle peut même aller plus loin et incitation simplement, les historiens à s'intéresser à telle ou telle période qui n'ont pas été suffisamment étudiées jusqu'à présent. Pourquoi pas? Mais j'aimerais quand même faire deux réserves. C'est que, évidemment, il ne faut pas ignorer que cette incitation à la commémoration et à la célébration entraîne inévitablement des formes de surenchère. Car derrière cela, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'identification de catégories comme victimes. Or, vous savez que la surenchère des victimes, malheureusement, c'est une chose qu'on ne peut que constater aujourd'hui. Donc, il est probable que de plus en plus de groupes tendront en quelque sorte à se trouver là, une forme d'identité collective. C'est un danger. Ça ne se passera peut-être pas. Un morcellement de la société française. Mais j'annonce ce danger. Et par ailleurs, deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que tout de même, il ne faut pas ignorer que la meilleure chose qui puisse, à certains moments,
pacifier les communautés humaines, c'est une certaine vertu, alors j'ose pas dire d'oubli, mais peut-être d'amnistie. Car voyez-vous, derrière cette concurrence des mémoires, il y a quand même une autre concurrence qui est quand même beaucoup plus dangereuse, qui est la concurrence des désirs de justice. C'est que justice soit rendue et que réparation soit faite. Lorsqu'il s'agit du judéocide et d'extermination des Juifs d'Europe, cela a un sens évident. Lorsqu'il s'agit de l'esclavage, qui s'est quand même achevé au début du XIXe siècle, ça a un sens plus obscur. Lorsqu'il s'agira de faits encore plus éloignés dans l'histoire, comme la Saint-Barthélemy, cela aura un sens tout à fait opaque. Donc n'oublions pas cela. Il y a tout de même, dans cette volonté d'accueillir les mémoires, qui est tout à fait légitime et avec laquelle nous sommes tous d'accord, il y a peut-être un risque d'incandescence et de ruiner les bases d'un accord collectif. En tout cas, on ne peut pas méconnaître ce risque, même s'il ne se produit pas. Moi, je ne pense pas qu'il y ait concurrence des victimes, je pense qu'il y a solidarité des victimes. Il doit y avoir, Solidarité des victimes et comment dire, qu'on revienne sur le passé, qu'on rappelle même, par exemple, la classe ouvrière, elle a souffert énormément au XIXe siècle. Ouais, on peut dire aussi le Code noir sous Louis XIV. Tout à fait. Donc, tout le monde est victime en remontant dans le passé, presque tout le monde, pratiquement. Les victimes. Donc, il y a une solidarité des victimes, mais ça aide aussi à donner une conscience morale et à faire en sorte que dans les pays privilégiés, et nous sommes dans des pays privilégiés en Occident, eh bien, on lutte contre les souffrances que subissent des millions d'autres êtres humains parce que l'esclavage, il n'est pas terminé. Alors, si la France, si on a la conscience de l'esclavage, eh bien, on se mobilise pour que la France joue un grand rôle ou un rôle efficace dans la libération d'aujourd'hui, l'utilisation des enfants, l'esclavage des Philippins dans tel ou tel pays du Proche-Orient, et puis qu'on lutte qu'on lutte contre les massacres qui sont commis, qu'on demande aux Nations Unies d'être efficace quand il y a un conflit pour protéger les populations civiles, etc., etc. Serge, est-ce qu'il y a d'autres grands tabous de l'histoire à abattre aujourd'hui encore? Non, il n'y a pas des tabous, il y a des centres d'intérêt qui vont varier, mais des tabous, il n'y en a pratiquement pas, des tabous. La Shoah n'a pas été un tabou pendant un certain temps parce que tout était fermé. Aujourd'hui, tout est pratiquement ouvert et on travaille beaucoup. Je pense que, par exemple, que le centre de gravité est allé sur la Shoah ces 20 dernières années. Je pense que dans l'avenir, par exemple, on va étudier avec beaucoup plus d'intensité les causes de la guerre de 14 qui a été une conflagration extraordinaire et le déroulement même de la guerre de 14. On pense tout de suite qu'on fasse un crime contre l'humanité contre le général Nivelle et ses descendants. Là, mais il faut dire pourquoi. Eh bien, parce qu'il a été un des grands responsables, le plus grave responsable probablement des massacres de la guerre de 14. De la façon la plus inconsidérée. Couvert par les politiques ou couvert par tout le monde, mais enfin c'est lui en tant que général. Peut-être on en viendra un jour. Je dis ça en plaisantant, bien entendu. À débaptiser certaines voies publiques à qui on a donné les noms de certains généraux qui ont été des massacreurs, etc. De loi qui oblige les historiens à. Vous avez raison, quand les lois sont mal rédigées avec des indications qui sont bien. Par contre, qu'il existe des lois qui indiquent que des événements ont constitué au regard du droit contemporain des crimes contre l'humanité, qu'on s'en souvienne, en distinguant bien ce que dit Monique Cantos-Ferber, c'est-à-dire le droit à la reconnaissance d'un crime dont une communauté a pu être victime, d'un droit à la réparation qui est impossible. Si en France, Jean-Pierre Carvet, j'ai tenté de répondre à votre inquiétude parce qu'elle me semble profonde et juste. Est-ce que notre communauté nationale se disloque en reconnaissant des événements graves de son histoire ou est-ce qu'au contraire, elle se renforce? Voilà une question dont je sais bien qu'elle taraude chacun. Si nous reconnaissons en France qu'avec les albigeois, qu'avec l'élimination des protestants, avec l'échec de l'intégration des Juifs de France, avec l'affaire Dreyfus et les rafles de G42, eh bien, j'y rajoute, mais attendez, je n'ai pas peur qu'il y en aura, je rajoute la Vendée, tout vous voulez, et je dirais même que pendant la guerre de 14, on envoyait en première ligne les régiments bretons et les régiments vendéens, parce qu'effectivement, les gouvernements étaient laïcs et républicains et disaient on va les punir comme ça. Eh bien, si ce pays reconnaissait, y compris par une loi qui reconnaît le fait, qui qualifie le fait, sans effectivement forcément accorder réparation, alors je pense que la France serait peut-être qu'à chaque fois qu'elle se prive
d'une partie des siens, d'une partie de sa communauté, elle se réduit, elle s'affaiblit, elle s'alanguit, alors là, on se renforce. Merci. moi, Vous je avez mis je peux vous le dire, comme voilà, historien. vous avez mis beaucoup de passion. Vous craignez pas des ennuis avec la justice, vous aussi, que des collectifs X ou Y vous tapent dessus, non, vous traînent en justice? Moi, j'ai pour principe, je vous l'ai dit, de distinguer que notre rôle, c'est d'essayer d'expliquer les phénomènes, de donner des armes critiques pour les gens, pour défendre leur mémoire, quelle qu'elle soit, parce qu'on est aussi tous le produit de multiples histoires. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai aucune inquiétude. Je ne crains pas les prétoires, mais je veux dire, j'ai déjà eu des attentats pour l'action menée contre les criminels nazis, donc je suis blasé. Merci à vous tous. Un prochain Bibliothèque Médicis sera consacré à l'esclavage, à toutes les formes d'esclavage, etc., et aux moyens d'intégrer ces souffrances et ces drames dans la mémoire nationale, dans la mémoire française. Et en tout cas, que d'autres pays fassent ce travail pour ce qui les concerne quand ils ont une part de responsabilité. Voilà, c'était Bibliothèque Médicis, réalisé par Philippe Lallemand avec Anne-Marie Moreau, Cynthia Fleury. Bibliothèque Médicis organisera d'ailleurs toujours librement les débats consacrés à l'essentiel, en évitant les polémiques fabriquées, même s'il y a de la passion ici, les polémiques fabriquées ou les querelles qui animent les salons, même les salons littéraires. À bientôt. Merci à vous tous.